Mustang a démarré ce soir-là, c'était le vendredi soir précédent le dimanche, le week-end de Pentecôte. Et tout le monde a fait un grand ouf sur le terrain de la Ferté. Ouf parce que le Mustang avait démarré alors qu'il sortait d'une révision acrobatique. 3 jours avant, l'avion était quasiment entièrement démonté. Mais surtout ouf parce que finalement le meeting de la Ferté 89 aurait lieu. On se souvient que la saison 88, après avoir vu un meeting extraordinaire à la Ferté-Alais, avait été marquée par 2 accidents absolument dramatiques. Dramatique au premier degré, puisque dans les 2 cas, il y a eu des morts, mais aussi dramatique au second degré dans leurs conséquences, parce que à travers toute l'Europe, et en France en particulier, ces accidents ont remis en cause le principe même des meetings. Et durant l'hiver, durant l'intersaison 88-89, il y avait eu pas mal de remue-ménage, pas mal de discussions, pas mal je dirais même, d'accrochages entre divers tenants, les extrémistes disant faut continuer comme avant, ce qui était vraiment impossible si on voulait être sérieux, et puis les autres extrémistes disant il faut tout arrêter, ce qui est aussi tout autant impossible. Car arrêter les meetings aériens, et en particulier celui de la Ferté, et ceux qui ressemblent à la Ferté, qui sont des meetings d'abord consacrés aux machines anciennes, donc à la préservation du patrimoine, c'est véritablement, pour ceux qui aiment l'aviation et qui considèrent qu'elle est importante dans notre civilisation d'aujourd'hui, c'est véritablement, disons, quelque chose d'aussi grave que par exemple fermer des universités. À la Ferté, donc, le vendredi, c'est toujours un peu la journée bénie, la journée où on voit arriver les autres, on voit arriver les copains. Le Sky Raider, récemment ramené du Tchad par l'équipe des mécaniciens et pilotes d'aéronefs de collection d'Étampes, la bande à Chable. Et ce Sky Raider qui avait été plus ou moins hâtivement retapé, d'ailleurs, qui perdit un morceau pendant le meeting de la Ferté. Et puis le superbe Mustang de Rob Lamplou. Rob est un personnage dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'il est assez discret. Comme beaucoup de collectionneurs anglais, il est immensément riche. Et comme beaucoup de collectionneurs anglais, il a toujours les mains pleines de cambouis. Voilà le Sky Raider, donc revenu du Tchad. Celui basé à Étampes et piloté par Roland Bousquet. Roland Bousquet, c'est un commandant de bord qui vole à Air Liberté sur DC-9 et qui ne peut pas passer par les détecteurs d'objets métalliques dans les aérodromes parce que c'était cassé la figure. Rob Lamplou. Voilà Rob, milliardaire, collectionneur de voitures avec une collection pas possible et d'avions également. Et arrivé de la patrouille des écureuils qui sont donc les 2 Pitts pilotés par 2 pilotes de l'armée de l'air encadrant leur avion de navigation qui est un vieux Vasmer en attendant que l'an prochain le Vasmer laisse la place à un 3e Pitts et Rob Lamplou, toujours jeune, qui descend du Mustang. Rob, c'est un personnage assez drôle, c'est pas Stephen Gray, il est moins flashy que Stephen Gray, mais enfin c'est quand même un personnage extraordinaire. Et puis il était venu aussi avec son yak derrière. Et quant au Mustang de la Ferté, eh bien, celui qui doit le piloter, qui devait le piloter en meeting le lendemain, la Vurp, Bernard Vurpillot, a fini enfin par faire le vol d'essai à la tombée de la nuit. Vous dire que l'avion était prêt juste pour le meeting, et bien la preuve la voilà, c'est que ce Mustang a fait son premier vol après 2-3 mois d'hiver. Il l'a fait vraiment la veille au soir. Posé au phare sur le terrain de la Ferté. Il y a de la magie dans des images comme ça. Et c'est bien pour ça que il est très important que des meetings comme celui de la Ferté continuent. Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de fous fêlés qui font joujou avec des machines, mais il s'agit d'amoureux de l'histoire et qui essayent de revivre l'histoire. Et puis une fois le Mustang rentré au hangar, eh bien, comme d'habitude, les oiseaux ont repris possession du terrain.
Ça avait donc quand même été un peu la grande frayeur cette année. En fait, une vingtaine de jours avant le meeting de La Ferté, personne ne savait si vraiment on pourrait faire ce meeting. Et Jeannot Salis, le maître des lieux, lui-même n'était pas du tout prêt à jouer les boucs émissaires. Il n'était pas du tout d'accord pour que l'amicale, le club, si on veut, qui organise donc ce meeting aérien, qui est quand même unique en son genre, serve un petit peu de victime expiatoire pour des accidents qui en fait n'ont jamais concerné vraiment ce qui s'est passé à La Ferté-Alais. On a évidemment l'an dernier, à la suite de l'accident de Mulhouse, de l'Airbus 320 qui s'est écrasé lors de son passage un petit peu trop bas sur le terrain de Mulhouse, on a crié haro sur les meetings aériens. Et alors que le meeting de La Ferté-Alais l'an dernier à la Pentecôte n'avait soulevé aucune espèce de réprimande de la part des services officiels qui étaient bien représentés pourtant sur le terrain le jour du meeting, et bien à peu près 3 à 4 mois après le meeting de La Ferté, d'un seul coup il y a quelqu'un qui s'est souvenu qu'à La Ferté-Alais on avait vu des avions de ligne voler bas et que par conséquent il fallait faire un exemple et qu'il fallait punir les fautifs et que La Ferté-Alais était un endroit dangereux et que les pilotes de La Ferté-Alais étaient des fous fêlés dangereux aussi. Et du coup, on s'est mis à exhumer des cadavres et à chercher des poux dans la tête à des gens qui, pourtant, le jour du meeting aérien de La Ferté-Alais 88, n'avaient soulevé aucune espèce de récrimination ni d'objection. Alors, finalement, comme je disais tout à l'heure, une vingtaine de jours avant le meeting, on ne savait toujours pas si les conditions réglementaires, je ne parle pas des conditions aéronautiques, mais si les conditions réglementaires allaient permettre de faire ce meeting. Et puis finalement, comme d'habitude, il faut croire qu'il y a quand même un Dieu et puis que l'habitude est prise et puis que chacun y a mis du sien et que tout le monde sait très bien qu'à partir du moment où on laisse les gens qui sont qualifiés pour présenter des avions, présenter ces avions au spectacle public, et bien ma foi, on est quand même relativement tranquille quant à la sécurité des vols d'une part et la sécurité des spectateurs d'autre part. Et du coup, La Ferté-Alais 89 a eu lieu, mais ça a été une nouvelle forme de Ferté-Alais, avec des axes de présentation très très éloignés du public, et puis surtout des altitudes minimales de présentation qui faisaient qu'il fallait vraiment se crever les rétines à certains moments pour bien voir certains avions. En fait, on a quand même conservé ce qu'il y a, je crois, de plus beau à La Ferté, c'est-à-dire la proximité, cette espèce de capacité bizarre de cet aérodrome à émouvoir, parce qu'on voit les avions se poser et décoller très très près du public, et que même si l'axe de présentation est quelque peu lointain à cause de ces nouvelles règles, même si les altitudes minimales en voltige par exemple sont excessives, puisque demander à des gens comme Catherine Monory ou Patrick Paris de travailler à des 150 mètres d'altitude et 200 mètres du public, alors qu'en compétition de voltige ils sont beaucoup plus proches. Là, il ne s'agit pas de Catherine Monory, ça c'est Papa Caillou. Papa Caillou, lui, vole... En fait, lui, c'est peut-être lui qui prend le plus de risques dans les meetings à La Ferté. Il vole sur cet avion étrange, ce Topin, puis c'est lui aussi qui fait voler le Blériot. Et Dieu sait que le vol du Blériot, à chaque fois, est une aventure. Je disais donc que demander à des pilotes qui sont comme Catherine Monory, championne du monde de voltige aérienne, ou Patrick Paris, champion du monde du programme libre intégral à la dernière compétition internationale qui s'est tenue donc au Canada en 88, demander à ces gens-là de voler aussi haut, aussi loin, ma foi, c'est pas leur rendre justice, et puis c'est pas non plus rendre justice au public, parce que sans problème de sécurité, ils peuvent effectivement travailler beaucoup plus près. Mais encore une fois, voir se poser les avions, les voir décoller à 50 mètres devant la ligne du public, c'est quand même extraordinaire. Et puis il y a aussi le bon Dieu qui était là comme d'habitude pour nous donner une météo absolument superbe. Il y faisait froid comme d'habitude. Si vous n'êtes jamais venu à La Ferté et que vous venez à La Ferté l'an prochain par exemple, sachez qu'il y fera beau. Je crois qu'il y a toujours fait beau, mais qu'il y fait toujours très froid. Et cette année, les records du nombre d'avions participants étaient battus, puisqu'on devait être à plus de 105, 110 avions, quelque chose comme ça. Alors avec des avions étranges comme ce Cap 10 à aile plate, et puis des avions jamais vus à La Ferté, comme ce Chipmunk d'origine canadienne au départ, mais complètement modifié aux États-Unis, avec
un moteur bien plus puissant, transformé en monoplace, renforcé de partout et qui aujourd'hui est propriété d'un pilote anglais, pardon. C'était un Chipmunk autrefois, voilà un vrai Chipmunk. C'est vrai que la comparaison entre celui-là, qui est l'avion de Jerry Marchadier, Jerry étant il est assis en place arrière, Jerry, là. C'est lui derrière? Je sais pas bien. Enfin donc non, c'est pas lui. Le Chipmunk de Jerry est un des plus beaux avions de la Ferté et Jerry est véritablement un des... je crois que si Cartier fabriquait des avions, c'est lui qui serait chef d'atelier. Donc, comme d'habitude, la Ferté, ça a été une espèce de tour, de voyage dans l'espace-temps, de promenade au milieu de l'histoire des avions. Et même si les avions volaient un peu loin, eh bien, on a pu voir le pilotage. Regardez ce qu'il faut mettre comme pied à droite sur le Chipmunk modifié pour contrer le couple de l'hélice au décollage. Voilà donc le vrai Chipmunk, le Chipmunk classique, le de Havilland, tout à fait typique des avions de chez de Havilland. Et voilà le Chipmunk de voltige décoré à l'américaine avec des étoiles partout. C'était la première fois qu'on le voyait. Et lui est vraiment tellement modifié qu'aux États-Unis ils appellent ça un super Chipmunk. Mais il pourrait même pratiquement changer de nom. Le Chipmunk, pour ceux qui pilotent, fait savoir que le Chipmunk classique, celui-là je sais pas, mais le Chipmunk classique c'est un avion qui a des grâces de ballerine et c'est très étonnant parce que c'est un avion métallique, c'est un avion beaucoup plus moderne que le Stamp et pourtant c'est un avion qui a quelque chose dans son pilotage du classicisme du Stamp que voici. Et qui, contrairement à ce que l'image pourrait laisser croire, n'est pas un Stamp avec une hélice quadripale. C'est un bel effet de caméra. Alors comme d'habitude, des Stamps, il y en avait tant et plus, il y en avait 9, je crois, 9 ou 10, je ne sais plus très bien. Il y en avait de toutes sortes, il y avait même ce Stamp. Évidemment, c'est un avion intéressant sur le plan des collections, mais enfin, le Stamp avec une verrière, ça a quand même une drôle de gueule. Il y en a qui trouvent que ça le rend absolument épouvantablement laid. D'un autre côté, c'est tellement bizarre, un Stamp avec une verrière, que pourquoi pas. Pourquoi pas le garder tel quel plutôt que de le remettre en torpedo comme les Stamps classiques. Alors cette année, donc beaucoup plus que l'an dernier, le meeting de la Ferté fut une garden party avec des avions. Et je crois que c'est de plus en plus comme ça qu'il va falloir considérer ce meeting dans l'avenir. Amener les avions pour les faire voler et non pas pour essayer d'en tirer la quintessence. C'est un petit peu dommage, en ce sens que c'est très excitant de voir des pilotes exploiter le domaine de vol d'un avion en allant chercher dans les petits coins. Mais c'est vrai aussi qu'il faut quand même maintenant considérer que tous ces avions anciens sont destinés à voler pour au moins un siècle, voire 2 siècles, voire le plus longtemps possible, et on ne sait pas très bien jusqu'où ça peut durer, dans la mesure où étant bien entretenu et où étant surtout piloté avec beaucoup de soin et avec beaucoup de respect, ces avions sont tellement bien construits qu'il n'y a pas de raison particulière pour que, à partir du moment où ils sont suivis, pour qu'ils se dégradent très très vite et qu'ils ne soient pas encore en état de vol dans 100 ans d'ici. Alors ça fait partie un peu de l'ouverture, c'est les avions c'est un peu les laissés pour compte, c'est les avions peu connus, mal connus. Le Nord 3-2, avec son train d'atterrissage bizarre, on a l'impression que cet avion se met à genoux, avec son train articulé d'une manière assez disgracieuse. Et puis là, on tombe dans les grands classiques, à commencer par Antares, que voici. Le plus beau des Bucaire, l'avion qui fait pleurer Michel Brandt chaque fois qu'il le retrouve, c'est lui qui est dedans. Cet avion était la propriété de Michel Brandt, qui a donc été le meilleur pilote de voltige suisse pendant une bonne dizaine ou douzaine d'années, il y a une décennie de ça. Et avant que les avions de pointe ne deviennent les Pitts, les Zlin et des avions comme ça, ce Bucaire que Michel avait fortement modifié, puisqu'il
Il sort du Polytechnicum de Zurich, il est ingénieur aéronautique et actuellement il travaille chez Airbus Industries comme responsable des problèmes de certification à l'étranger des productions de chez Airbus. Donc Michel Brandt a tous les ans, depuis maintenant 3 ou 4 ans, fait son pèlerinage. Antares, c'est son ancien Bucaire et il a été récupéré par un collectionneur suisse qui l'a refait, qui l'a mis dans un état absolument phénoménal. Et ce collectionneur suisse vient à La Ferté chaque année avec Antares et à chaque fois Michel est là et à chaque fois, tiens, Jeannot Salis qui regarde sa montre comme s'il savait lire l'heure. Et donc à chaque fois ce collectionneur suisse passe le siège d'Antares à Michel et Michel vole en faisant littéralement l'amour à son avion. Il n'y a pas d'autre mot et même s'il ne fait du Bucaire qu'une fois par an, le reste de l'année il vole sur Airbus 310, 320 et 300, et bien d'un seul coup on retrouve tout ce qu'un Bucaire est capable, un Jungmeister est capable de faire de beau, Brandt le fait avec. Et pourtant il ne fait que 25 minutes de Bucaire par an à La Ferté, et le voici dans ses œuvres. Alors, bien sûr, il n'y a pas qu'Antares, il y a toute une série de Bucaire dont beaucoup viennent de Suisse. Il y a une véritable colonie suisse qui vient maintenant tous les ans à La Ferté-Alais, et ils se font tous piéger par la petite bosse à l'atterrissage. Ça, de toute façon, c'est le prix à payer à La Ferté. Quand on se pose à La Ferté, on fait toujours. C'est pas un baume, attention, c'est pas un boom du tout. C'est juste le petit coup de tremplin de la minuscule, imperceptible bosse. En fait, il y a 2-3 bosses un peu vicieuses qui sont sur les 300 premiers mètres de piste. Voilà la Stephen Gray Air Force qui arrive. Ils sont arrivés le samedi matin et cette année, Stephen avait amené le B-25, le Spit et le Mustang. Mais la collection de Stephen, évidemment, actuellement comprend combien, 15 avions, quelque chose comme ça, une quinzaine d'avions. Très bientôt en état de vol, vers la fin 89, donc le Hurricane, qui malheureusement ne sera pas laissé aux couleurs argent qu'il avait été prévu de lui donner à un moment. J'ai parlé de Mustang, j'avais fait une erreur grossière, c'est le P40. Va-t-il se faire avoir par le boom? Et voilà. 2 et 3. Ah bah voilà, c'est pas trop mal. Quant au Spit, oh là là, rondit tardif. Voilà. Vous voyez qu'on peut poser un Spit un peu dur et puis pour autant pas le casser. Et hop, et l'avion redécolle sur la petite bosse. Ça c'était un beau boom. C'est Stéphane qui pilotait le Spit. Il y a un peu de vent de travers, on voit bien sur l'approche un peu crabée du B-25. Le B-25 qui sert donc un peu de... C'est l'avion de transport des mécanos, des caisses à outils et puis des dames de la famille Gray. Puisque la femme de Stéphane et la femme du fils de Stéphane, Nicolas, récemment mariés, sont de tous les meetings et pour rien au monde ne louperait La Ferté-Alais. Stéphane sur son Mark IX qui a retrouvé à sa grande satisfaction les décorations qu'il avait auparavant, alors que l'an dernier il était apparu sous une livrée spécialement appliquée pour le tournage d'une série de télévision adaptée d'un roman, d'un best-seller qui s'appelle Piece of Cake et qui traitait de la bataille d'Angleterre. Ça c'était une nouveauté. Alors, par contre, c'est la première fois qu'on voit à La Ferté un hélicoptère de collection et celui-ci était un Sycomore britannique, une machine qui date des années 50, du début des années 50 et qui a été amenée par un collectionneur allemand et qui est assez extraordinaire. C'est l'hélicoptère néo-paléolithique. Ça pourrait être russe, on a l'impression, toujours pareil, des effets de caméra, que le rotor est à 18 pales, en fait il est tripale. Et bien sûr, contrairement aux hélicoptères modernes, il est équipé d'un moteur à piston, ce qui est
On n'est pas habitué aux hélicos qui font un bruit comme ça. Puis évidemment, alors d'année en année, il y a de plus en plus. Alors, ça devient maintenant la folie des Stearman, et c'est vrai que plus ça va, plus ils sont beaux, et plus ça va, plus il y en a. Cette année, il y en avait 6, je crois, 5 ou 6. Y compris celui qui ressemble à un Stearman, qui a un pneu blanc, un pneu noir, mais qui n'est pas un Stearman, qui est un Fleet. Un avion qui ressemble... je sais pas, il ressemble à le voilà d'ailleurs. Il ressemble à une maquette de Stearman complètement ratée, fabriqué avec des morceaux de tracteur. Les capots moteurs sont un petit peu martelés n'importe comment. Il a une grosse dérive. C'est un Stearman balourd, alors que le Stearman est quand même un avion d'une grande harmonie au niveau de toutes ses formes, de tous les détails, de tous les petits composants de l'avion, jusqu'aux jantes des roues par exemple. Le Fleet, lui, au contraire, c'est celui qui est en formation d'ailier droit là maintenant. Le Fleet paraît être vraiment raté. Il a une dérive trop grosse, il a un fuselage trop ventru. Enfin, il n'a pas la grâce et l'élégance du Stearman. Pourtant, il vole pas mal du tout. Et là, c'est la bande de Belges de l'équipe de Monsieur Hage, et non pas Hadj, comme on aime à l'appeler de temps en temps, mais enfin pourquoi pas. Ils ont monté une patrouille avec le Fleet et un Stearman qui fait frémir un petit peu, parce qu'il y a vraiment des fois où ils travaillent très très près l'un de l'autre. Le leader de la patrouille est commandant de bord, il est même chef pilote de la division DC-10 de la Sabena. Et son ailier, c'est donc Monsieur Hage et non pas Hadj. Et atterrissage en patrouille, s'il vous plaît, avec des avions qui sont pas évidents à tenir sur l'axe. Alors ils osent, puis ils ont bien raison. Bel atterrissage en patrouille, très très belle présentation de ces deux avions. Qui furent, en tout cas pour le Stearman, de 0,50. Alors, beaucoup de gens étaient venus donc à La Ferté cette année en se disant on va voir le lion bouffer le dompteur, et pas mal d'entre eux pensaient que peut-être qu'avec ces nouvelles réglementations, eh bien, ça allait modifier considérablement la tonalité générale du meeting. Et beaucoup ont été surpris de découvrir que, ben non, c'était pas le cas. Et ça fait bien plaisir. C'était pas le cas. La Ferté a tourné comme d'habitude. On a volé un petit peu plus loin que d'habitude, mais c'est sûr que certains passages ont manqué. C'est dommage de ne pas voir passer des Warbirds à 500 ou 600 à l'heure et à une centaine de mètres du public et à, mettons, 20 ou 30 mètres d'altitude, ce qui en soi ne présente aucun danger. Surtout qu'il y en avait des nouveaux, comme ce Yak 11 qui fait partie des Yak récupérés par l'équipe de La Ferté-Alais en Égypte. Et celui-là est celui qui a été remis en état en Belgique, toujours par la bande de Hage. Et c'est Hage qui le pilote lui-même. Alors celui-là, il a une particularité, lui, il faut vraiment toute la piste pour décoller. Il y a peut-être un problème d'hélice, mais alors que le Yak 11 de Saint-Rambert d'Albon, par exemple, d'Aéro-Rétro, décolle en 400 mètres sans aucun problème, regardez la distance de roulage qu'il faut à Hage pour arriver à arracher son avion avant le bout de bande. Voilà, le bout de piste arrive là-bas, et hop, il est tout juste en l'air. Et il s'en faut pas grand-chose, hein. Le moteur donne ses chevaux, il n'y a pas de problème. C'est une question d'hélice. Cela dit, on retrouve le fantastique profil d'aile du Yak. Ses ailes minuscules, très effilées. Alors ils l'ont peint d'une manière un peu fantaisiste, en bleu foncé, en se disant qu'après tout, il y en a eu tellement de construits en Union soviétique, ça serait bien le diable s'il n'y a pas eu quelque part un Yak 11 avec des couleurs bleu foncé. C'est peut-être pas des couleurs historiquement vraies, mais en tout cas, il est très très beau cet avion de cette couleur-là. Cette année, La Ferté, c'était au sujet des Yak 11, c'était, disons, la première fois
On voyait aboutir un certain nombre de restaurations. Jusqu'à présent, bon, à part le Yak 11 monoplace de Pierre Dague qui a été le premier des très beaux et celui de la Ferté, depuis il y a quand même plusieurs Yak 11 qui font partie du lot de Yak ramenés d'Égypte qui ont été reconstruits et qui ont revolé. Alors celui-là est le premier qui vient de Belgique et puis il y a les autres, il y a les deux de la Ferté, il y a celui de Saint-Rambert d'Albon, il y en a pas mal aux États-Unis. Puis tant qu'à faire de la belle aviation de collection, il fallait un broussard et celui-là est absolument magnifique. Jamais les broussards de l'armée de l'air n'ont été aussi propres que celui-là. Il y avait bien entendu le Twin Otter avec les paras de la Fédération française de parachutisme qui peuvent plus se passer de la Ferté-Alais. Cette année, il y avait eu un bon arrangement avec le contrôle d'Orly pour permettre des sauts à 6000 pieds, voire un peu plus. Et celui qui a géré toute la manip des parachutistes est un commandant de bord d'Air France qui est lui-même un parachutiste de renom, Bernard Staub. Et c'est lui qui avait coordonné pour la Ferté la présence de gars qui viennent. Il y avait l'équipe de France de voile contact, rien que ça. Il y avait l'équipe de démonstration de la Fédération française de parachutisme. Et puis il y avait quelques autres fous fêlés du parachute venus de la Ferté-Gaucher, entre autres, avec par exemple ces choses qui nous font toujours frémir. Ça, c'est le pinwheel où les deux parachutistes descendent vers le sol à 80-90 km/h de vitesse verticale avant de se séparer par quart de boucle. Les parachutistes deviennent de plus en plus fantastiques. Ça, il faut le clamer bien haut. Maintenant, on en arrive, on a vu cette année des gens travailler en vol d'eau sous parachute. Et puis alors, il y a ceux qui vont vraiment très très loin dans le parachutisme, qui non seulement font du parafan ou engin similaire, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire un parachute accroché à un chariot d'aile delta motorisé, du LM pendulaire, comme on dit, mais ça, c'est le NAC plus ultra. Là, le moteur est directement accroché dans le dos du bonhomme, et puis l'hélice est dans une soufflante carénée, et puis voilà, on a un parachute dessus. Alors là, on a vraiment, je crois, la machine volante minimum, la machine volante la plus simple qu'on puisse faire évoluer dans le ciel. Et je crois qu'il y a déjà eu une traversée entre la Côte d'Azur et la Corse qui a été réussie avec cette machine un peu étrange, qui pourtant se pilote pas mal du tout. Et puis à la fin, on arrive hélice calée, exactement comme en parachute ou en parapente. On ne sait plus très bien d'ailleurs où commence ou finit le parachutisme, parce que les gens qui font du parapente, finalement, ils font du parachutisme, mais ils ne sont pas parachutistes classiques en ce sens qu'ils ne sautent pas d'un avion. Ils sautent d'une pente. D'un autre côté, ils sont vélivoles, puisqu'ils arrivent à faire des vols de 4 ou 5 heures de durée, par exemple dans la vallée de Chamonix. Et puis là, on en arrive au petit gros, au modèle réduit. C'est la bande à Plessier. Alors tous les ans, il y a la démonstration classique à l'heure du déjeuner des modèles réduits. Et malheureusement, il y a eu un peu de casse cette année. Alors pourquoi pas remorquer à partir d'un Delta. Alors dans les très beaux modèles réduits, il y avait ce Cap 20 léger qui était la reproduction, j'ai dit bien, j'en parle à l'imparfait parce que malheureusement, en se faisant un vol pour le plaisir, le soir après le meeting, l'avion a été détruit, la maquette a été détruite et c'est une copie absolument parfaite du Cap 20 léger de l'aéroclub de Château-Thierry qui est d'habitude présenté par Monsieur Rondeau, le quincaillier de Château-Thierry, et Rondeau n'était pas venu cette année avec son Cap 20 parce que je crois qu'il devait être en révision chez Minnery. Et ben la maquette du Cap 20 qui fait ici, c'est la première fois que je vois faire c'est même plus un Lomsevac, là c'est un nœud de cravate ou une mule héroïde, enfin il y a disons plusieurs noms pour cette figure. C'était la première fois que je voyais faire ça un modèle réduit et là vraiment on a un avion qui... Ça aurait été génial d'avoir à la fois le modèle réduit et l'avion vraie grandeur travaillant en synchro. Au moins l'un après l'autre. Mais là je crois que, je sais pas ce qu'en pensent les spécialistes du modèle réduit, mais je pense que vraiment on est
dans les très très belles réalisations, sauf que ça tourne un tout petit peu plus vite, d'accord, que les avions réels. Mais on frôle la perfection en matière de maquettisme. Le problème, c'est toujours pareil, c'est d'arriver à rendre ces avions, ces modèles réduits de plus en plus proches de la réalité. Et je suis sûr qu'un de ces jours, ils vont faire des modèles réduits qui seront presque aussi grands que les vrais avions. Et puis, c'est déjà presque le cas avec les Pitts d'ailleurs. On avait droit à notre prototype de l'année. Le prototype de l'année, c'était le nouveau-né de la famille des avions dessinés par Gérard Feuvret, qui a fait le TR-260, enfin ex-260 et aujourd'hui TR-325 de Catherine Monory. Et ça donc c'est son prototype de biplace d'entraînement pour la voltige avancée, biplace en tandem, dont le fuselage est extrapolé d'un fuselage de Cap 20, Cap 21, et la voilure est une voilure du plus pur style Feuvret. Et ça fait donc un avion qui permet de travailler au-delà de ce que permet de faire le Cap 10. Disons que c'est un avion qui vient s'insérer entre le Cap 10 et le Cap 21. À la limite, c'est un avion qui pourrait presque remplacer les deux, puisque en pilotage pur, c'est pas un avion difficile. C'est un avion sans problème particulier au niveau décollage-atterrissage, mais c'est un avion avec lequel on peut faire la voltige de début et puis aller très très loin. Et ensuite, en volant seul à bord, en monoplace, c'est un avion qui est assez proche du Cap 21. Donc c'est un bon avion de sport, un bon avion pour aborder la compétition. Et c'est le genre de machine dont le besoin commence à se faire sentir en France, parce qu'avec le millier de voltigeurs qui tournent, et même s'il n'y en a que 1 sur 20, disons, qui possède le talent, enfin le coup de patte et toutes les possibilités potentielles de devenir un grand pilote, il faut avoir un avion qui permette de s'exprimer. Et voilà le TR-325 de Catherine, dont il faut dire que après lui avoir donné la possibilité de devenir championne du monde, eh bien notre hôtesse d'Air France a connu une mésaventure, enfin pas elle, mais son avion, puisque peu de temps après La Ferté, au salon du Bourget, Catherine présentait cet avion. Elle a été faire le meeting de Falaise qui s'intercalait à l'intérieur du salon. Et il y a quelqu'un qui regardait l'avion de près qui lui dit « Dites-moi, madame, est-ce que c'est normal que ce tube soit cassé ?» Et il montrait un tube dans la structure du fuselage à proximité du palonnier gauche. Et effectivement, la structure du TR-325 de Catherine avait cassé, alors pourtant que cet avion sortait... disons que 2 semaines ou 3 semaines avant de venir à La Ferté-Alais, l'avion était encore quasiment en pièces détachées chez Mudry. C'est les avions Mudry à Bernay qui avaient totalement révisé l'avion de Catherine après les championnats du monde. Et là, c'est probablement un problème de fatigue du métal qui fait que plusieurs tubes ont cassé à proximité de la fixation de train d'atterrissage gauche. Ce qui fait que Catherine va donc devoir s'est passé pour l'été 89 de son TR-325, et que la sanction, ma foi, est quand même relativement embêtante, puisque la sanction, c'est qu'il faut reconstruire un fuselage complet, dans la mesure où il est impossible de savoir si ailleurs dans la structure, il n'y a pas des points de faiblesse qui sont en train de se développer. Réparer, ressouder et rabibocher l'avion, ça serait vraiment risqué beaucoup. Il faut quand même aussi se rappeler que ces avions, enfin que ce TR, pour que Catherine gagne les championnats du monde avec, c'est quand même un avion qui a subi des plus 9, moins 8G, et souvent appliqué d'une manière quand même assez brutale. Tout ce qu'il faut espérer, c'est que la saison 90 verra cet avion revenir en compétition avec un fuselage neuf. Enfin, on voit bien les tubes incriminés là d'ailleurs, sauf que là ce sont ceux de droite, et c'était ces 2 tubes qu'on voit en blanc près du pied droit, là, c'était les tubes gauche qui étaient pétés. Décollage de la patrouille Écureuil, alors là c'est peut-être la patrouille la plus sympa, même si pour l'instant elle n'en est qu'à ses débuts, c'est sa 2e saison. Au début, ils étaient 3 pilotes de l'armée de l'air, et puis il y en a un qui s'est tué en entraînement l'an passé.
Alors ils ont continué à deux en récupérant un troisième au passage, mais ils n'avaient pas, disons, le financement pour équiper la patrouille de 3 pits. Et du coup, pour l'instant, ils travaillent à deux. Ce sont Dominique Bogart et Patrick Rousseau. Et le troisième, c'est Bernard Desmarco. Et l'intérêt de la patrouille Écureuil, puisque leur sponsor c'est la Caisse d'épargne, l'intérêt de la patrouille Écureuil, c'est surtout que c'est une patrouille de pits. Et en plus de ça, c'est que ce sont des gars qui ont absolument aucun complexe et qui se sont fabriqués un programme de présentation qui est bâti sur, regardez ce renversement, il est absolument sublime. Ce programme de présentation est bâti sur non pas une formation en échelon refusé avec les avions décalés à droite à gauche, mais il est bâti sur au moins la moitié du programme se fait les avions côte à côte. Et ça c'est très très dur parce que le leader doit piloter en tenant compte du parallaxe et puis l'ailier il pilote avec la tête à 90 degrés, il regarde son leader. En plus ça a quand même ce côté magnifique du Pitts biplace qui est quand même un des plus beaux avions qui existent, enfin des avions les plus drôles qui existent. Là on est en présence d'un avion qui est unique en son genre en Occident, c'est le Polikarpov PO2. Avion russe de liaison qui fait tout à 45 à l'heure. Je crois qu'il doit décoller vers 45 à l'heure, monter à 45 à l'heure, croiser à 45 à l'heure, descendre à 45, se poser à 45. Quelle belle image. Et le plus étonnant de ce Polikarpov, c'est qu'il porte son numéro de série. Et il se trouve qu'il y a un commandant de bord, le Royal Air Maroc, qui est yougoslave d'origine, qui vient à La Ferté, qui a vu cet avion, qui a regardé l'avion, qui a regardé le numéro et qui a découvert que lui avait appris à piloter il y a presque une quarantaine d'années sur ce Polikarpov-là. Et son plus grand rêve, bien entendu, c'est de pouvoir revoler dessus un de ces jours. Chose qu'on va bien sûr demander à Jeannot. Ce commandant de bord s'appelle Georges Merkovitch. C'est un personnage extraordinaire puisqu'il a dans les 32 ou 33 000 heures de vol. Et là, il s'agit de Pierre Dague, toute moustache au vent, avec sa combinaison de pilote américain, mais pour une fois, il est donc aux commandes du Polikarpov. Polikarpov, on ne sait pas, le PO2, on ne sait pas très bien à combien d'exemplaires il a été construit. Il y en a qui disent 40 000, d'autres 50 000. Il paraît que pendant la guerre, les Russes les construisaient sans même tenir de véritable comptabilité. Ils les construisaient sur du matériel consommable. Et au-dessus du Polikarpov, eh bien, il y a la patrouille des avions d'école américains, avec en particulier derrière le petit monoplan, l'avion de Gérard Caillat, qui est un Ryan PT-22. Gérard Caillat a été commandant de bord à Air France. Il a terminé sa carrière sur Concorde. Il avait commencé son école de pilotage aux États-Unis. Il faisait partie des jeunes pilotes des forces françaises libres à être formé aux États-Unis. Et il avait volé aux États-Unis son premier avion. Celui sur lequel il a commencé à voler, c'est celui-là. C'est le Ryan, le PT-22. Et Gérard s'était juré qu'une fois à la retraite, eh ben, il retrouverait le premier avion de sa carrière de pilote. Et dès qu'il a été à la retraite, il a écumé un peu les annonces de trade plane et il a fini par trouver un PT-22 aux États-Unis. Il est allé le chercher et il a découvert, alors là c'était encore plus extraordinaire, que son PT-22, qui est magnifique, qui est dans un état mieux que neuf, portait le numéro 1 de la série. En fait, c'est le plus vieux de tous les Ryan de série. Ce Stearman rouge, c'est le dernier Stearman acquis par La Ferté. Il est différent des autres en ce sens qu'il a 450 chevaux. Alors là, c'est un super Stearman. Il a une puissance absolument démoniaque pour sa cellule. Et puis il a 4 ailerons également. Ça en fait un Stearman de course. Rien à voir au niveau des qualités de vol avec le Polikarpov. Voilà le Fleet avec son pneu blanc et son pneu noir. Le Fleet dont on disait du mal tout à l'heure en disant que c'était un Stearman pas beau. Et voilà le Ryan de Gérard Caillat. Qui alors lui est vraiment superbe. Il faut un peu se battre, on va pas le nier sur le Ryan pour tenir l'axe.
l'homme, un des personnages les plus extraordinaires des présentations en vol depuis 2 ou 3 ans, Denis Legrand, pendant que Pierre Dac fait voler le Polikarpov, le PO2 au-dessus. Eh bien, Denis, lui, est aux commandes d'un des 2 Yak 18, lorsque les gens de la Ferté-Alais ont récupéré l'équivalent de 29 containers embarquables sur cargo de Yak 11 pas en Union soviétique, en Égypte. En ouvrant finalement les containers, on a été assez surpris de découvrir qu'au milieu des Yak 11, il y avait 2 Yak 18. Bonne surprise, il y en a un qui est resté à la Ferté-Alais et l'autre qui est parti à Saint-Rambert-d'Albon. Et le Yak de Saint-Rambert-d'Albon est piloté par Denis Legrand. Denis Legrand, c'est un personnage fabuleux, on va le revoir. Il a un sens de l'humour extraordinaire. C'est aussi quelqu'un de très qualifié. Voilà l'atterrissage là. Il est polytechnicien, super-héros. Et puis ensuite, il a fait l'école de l'air parce qu'il voulait piloter. Il est donc devenu pilote de chasse. Et puis après, il a fait les essais en vol. Et puis, il est devenu... C'est bon, il y a 18 malgré le train d'atterrissage qui ne rentre pas vraiment dans les ailes, les roues qui restent sous les ailes. Et donc, Denis Legrand est devenu... ingénieur d'essai en vol, il a été directeur technique du centre d'essai en vol d'Istres. Et puis actuellement, il est directeur technique de la Socata et c'est sous sa responsabilité qu'est dessiné le monoturboprop d'affaires TBM 700, qui est une joint venture, comme on dit, entre Mounet, qui appartient, on le sait maintenant, à Euralair, une société française basée au Bourget, animée par Alec Couvler. Donc Mounet et la Socata, et c'est Denis Legrand qui gère tout ça. Là, c'est le retour des chauves-souris, les chauves-souris étant les Fauvel, les ailes volantes Fauvel, qui cette année ont, disons, un peu retrouvé une seconde jeunesse, si on peut dire, parce que à défaut de pouvoir se payer un passage du bombardier américain Stealth, du célébrissime Northrop B2, qui est une aile volante, et à défaut d'aile volante de haute technologie, invisible, incolore, inodore et sans saveur, et qui coûte $1 demi-milliard l'unité, on avait nos 2 ailes volantes Fauvel qui sont tout autant des ailes volantes que celles de Northrop. Et puis cette patrouille hollandaise de 4 planeurs qui font pas de voltige, mais qui font du vol en formation en planeur. Et c'est original, mais surtout c'est beau, c'est incroyablement beau. Et ce qui est dommage, c'est que malheureusement on ne puisse pas les voir voler plus longtemps, puisque leur présentation totale ne dure que 4-5 minutes. Ils perdent un peu d'altitude et elle se termine par ce passage où ils vidangent les water ballast et où donc chaque planeur tire un double sillage d'eau vaporisée. Et peut-être que le plus beau de toute cette présentation, c'est l'atterrissage à 4. Là, c'est gonflé aussi, il faut le faire. Il y a un travail d'aérofrein qui est absolument extraordinaire. Lui n'a pas volé. Lui, c'est la réplique de la Demoiselle de Santos Dumont. Lui, par contre, a volé, puisque c'est le Moranage qui a été construit l'an passé à La Ferté et qui était piloté par Jean Salis lui-même. C'est le Moranage à moteur rotatif, réplique exacte de l'avion avec lequel le grand héros dont on fêtait l'an dernier le centenaire de la naissance, c'est-à-dire Roland Garros, a effectué la première traversée de la Méditerranée. Et lui aussi a volé, alors que l'an dernier ça n'avait pas eu lieu, il n'avait pas pu. Pendant que le Moranage est en train de tourner au-dessus, et bien en bas, le Blériot 11, Papa Caillou, le Rolling Stone, le Rolling Stone de la Ferté-Alais a réussi à effectuer son saut de puce annuel. Et il a un courage fou, Caillou, parce que dès qu'il est en l'air, il sort la main pour dire bonjour, et Dieu sait que la main de Caillou, ça fait un aérofrein gigantesque comparé aux capacités voilières du Blériot. Et il a fait un vrai vol cette année. Mais sans rire, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence qui existe entre l'avion de Garros, qui date finalement de... Qu'est-ce qu'il a ? Il a 4 ans de plus que le Blériot 11. On mesure
l'espèce de bond en avant qui s'était produit en 4 ans. Quand on voit voler le Blériot, qui est vraiment approximatif à tous les sens du terme, ça tient en l'air, c'est un peu un miracle. Et quand à côté de ça, on regarde la manière dont vole aussi le de Perdusin de vitesse qui est là, qui est une réplique, qui est une des plus anciennes des répliques d'avions d'avant la Première Guerre mondiale à voler à la Ferté-Alais, on se rend compte qu'en l'espace de 4-5 ans, entre disons 1908 et 1913, les pionniers avaient vraiment progressé à tous les points de vue. Parce que le Blériot, c'est terrifiant, ça vole vraiment pas bien. Alors que le Moranage, qui utilise le même système de contrôle en roulis, c'est-à-dire le vrillage des ailes, par l'intermédiaire de câbles, est un avion qui se pilote très bien, la preuve. C'est un avion très classique, avec une bonne défense à la gouverne de direction, c'est un avion très fin, et cette réplique est une réplique tout à fait exacte, jusqu'au moteur près, puisqu'il s'agit d'un rotatif, donc il n'y a pas de problème. On voit, entre le Blériot et le Moranach, qu'en l'espace de 5 ans, les avions étaient devenus des machines pilotables, mais véritablement pilotables. Sans parler du Desperdusin qui, lui, était pilotable, mais reste aujourd'hui probablement un des avions les plus dangereux à faire voler qui soit, à cause de son instabilité, en particulier à la profondeur. Tant qu'à faire voler des avions en moteur rotatif, eh bien, comme tous les ans, on faisait prendre l'air au Morane 138. Et puis, évidemment, patrouille sur le 138 de Moranaï. Morane 138, c'était un peu l'Alpha Jet des années 1925. Et puis le Moranaï, lui, c'était le Mirage 2000 de 1918. Et il s'est surtout illustré de gloire, il n'a pas eu le temps vraiment de faire la guerre. C'est drôle, le Moranaï, c'est un peu le Berkat de la Première Guerre mondiale. Il est arrivé un peu tard pour la faire. Mais par contre, il s'est couvert de gloire après-guerre, comme avion de voltige. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec le Berkat, puisque après la dernière guerre mondiale aux États-Unis, il y a eu des Berkat qui ont participé à des meetings aériens qui étaient considérés comme des avions de show plutôt que comme des avions de combat. Ça, c'est donc la patrouille à moteur rotatif. C'est lorsque ces avions volent, d'un seul coup, sur tout le plateau de la Ferté, ça se met à sentir l'huile de ricin. Et c'est une bonne odeur, et puis il y a ce bruit. Je rappelle que le moteur rotatif, dans le cas du moteur rotatif, l'hélice est solidaire du moteur. Et le moteur et l'hélice tournent alors que le vilebrequin reste fixe. C'est un peu un moteur inverse des moteurs habituels. C'était très fiable, ça marchait très bien. Ça consommait énormément d'huile de ricin, à peu près 5 litres d'huile de ricin à l'heure. Les pilotes respiraient autant de gaz d'échappement que d'huile de ricin vaporisée, ce qui fait qu'ils étaient tous en train de faire la queue devant les toilettes après les vols. Ça fait partie du folklore du pilotage des avions en moteur rotatif. Puis il y avait aussi le Breguet 14 de la collection, escorté par les SE5 qui ont été reconstruits à l'occasion du tournage du film avec Belmondo. C'était il y a 5 ans à peu près, l'As des As. Et dans l'équipage du Breguet 14, le pilote c'est Papa Huot, Monsieur Huot, grand spécialiste de la remise en état des œuvres artistiques, des peintures sur bois de la Renaissance italienne, mais aussi de meubles anciens. Il travaille beaucoup pour le mobilier national et les musées nationaux. Et il est accompagné traditionnellement pendant le meeting de la Ferté en poste arrière par le petit neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est lui-même un Saint-Exupéry. On a donc un Saint-Exupéry qui vole à la Ferté à chaque meeting. Quant au SE5, ce sont des répliques qui sont assez... Disons qu'elles sont à la fois approximatives et en même temps terriblement réalistes, parce qu'elles ont vraiment... Hop, blocage de roue à droite. Enfin, à gauche, pardon. Ce sont des répliques qui sont très évocatrices de ce qu'était vraiment le SE5, même si ce sont des semi-répliques, alors que le Breguet 14, lui, est une réplique à peu près parfaite, puisque même si sa structure est une structure de conception moderne,
Voilà, Saint-Exupéry derrière. Il a l'air de famille. Hein. Regardez-le. Le Breguet 14, lui, est donc un avion extérieurement en tout point semblable à ce qu'étaient les Breguet 14. Et puis ça, ce sont nos Albatros, qui sont des copies, là aussi, assez... Disons, ce sont des pastiches d'Albatros. Il s'agit en réalité de Tiger Moth, de Tigre Mou, dont les empennages ont été redessinés pour ressembler à des Albatros. Roulage d'un des Fokker triplans. Il y avait 2 Fokker triplans cette année à la Ferté, qui en fait sont quadriplans. Si on regarde bien le Fokker, on voit qu'entre les roues, il y a aussi un petit plan central qui a une fonction aérodynamique importante. Et donc là, c'est la patrouille aux croix noires avec traditionnellement le Fokker triplan qui est piloté par Monsieur Faure d'Air Inter, Air 4, et puis les 2 Albatros dans l'un desquels il y a Jacques Green. Ça, c'est un avion qui, alors lui, est terriblement historique. Il s'agit d'un Dewatin D26, le seul de son espèce à rester en vol. Il y en a un à la Ferté qui est en morceaux, qui est en pièces détachées. Depuis 15 ans, il est là. Les pièces détachées sont belles, mais l'avion n'est toujours pas reconstruit. Et celui-là nous vient de Suisse. Il appartient à une association de collectionneurs suisses qui est l'association pour le maintien du patrimoine aéronautique. Et il vole très bien. Il bouffe beaucoup d'huile, mais il vole très très bien. Et cet avion est très très important dans l'esprit des Suisses parce que c'est grâce à cet avion-là, c'est ce modèle d'avion qui a véritablement fait passer les forces aériennes suisses, qu'ils appellent les troupes d'aviation et de DCA, qui les a fait passer du stade d'espèce d'aéroclub militaire avec des fonctions très mal définies et une efficacité militaire tout aussi mal définie à celle de véritable armée de l'air. Et un autre avion de collection suisse qui est un Morane Parasol qui lui est d'une netteté, enfin il n'y a que les Suisses qui savent faire des avions aussi propres. Là ça a été un grand moment en 89, c'est Jean-Pierre Lafille qui a retrouvé avec le Morane 230 le pilotage de Destroyers. Et ça c'est disons un bon retour aux anciennes habitudes de la Ferté-Alais, c'est-à-dire que un peu à cause de ces réglementations, cette année, il a fallu que les gens travaillent différemment. Et en particulier, Jean-Pierre, avec le 230, non seulement il a fait voler le 230, mais il a retrouvé, d'après ceux qui... Il y avait des anciens à la Ferté, des bons hommes qui avaient vu voler des Troyas autrefois, et bien d'après eux, véritablement, on croyait voir voler des Troyas. Bel avion, c'est un Clem. Je crois qu'il est unique aussi en son genre. Encore un avion suisse. La Ferté, je l'ai dit, devient un petit peu le... Ça devient presque un meeting, non pas à 50% suisse, mais disons bien à 30% suisse. Si en plus on tient compte du fait que Stephen Gray, qui assure quand même une des grosses parties de la fonction Warbird de la Ferté-Alais, habite en Suisse, on peut dire que ça fait vraiment beaucoup de Suisses. Ça, c'est le Jungmeister de Jean Salis, avec Jean aux commandes. C'est l'avion dont il dit souvent que s'il devait se séparer de toute la collection et ne garder qu'un seul avion, ça serait celui-là. Il n'y a qu'à voir cette avalanche pour comprendre pourquoi. Et cette année, on a continué donc dans cette évocation du pilotage à l'ancienne, avec plusieurs présentations d'avions de voltige comme ce Zlin Brenner qui véritablement permettait de comprendre ce qu'avait été l'évolution du pilotage. Cette année, c'était plus seulement un conservatoire des avions, c'était vraiment un conservatoire du pilotage. C'est peut-être en ce sens qu'il va falloir d'ailleurs développer les meetings, enfin peut-être pas tous les meetings, mais en tout cas celui de la Ferté. C'est-à-dire faire voler les avions comme ils doivent être pilotés. Et s'attacher de la part des présentateurs d'avions, non pas à tirer la quintessence de la machine, mais plutôt à dire, voilà comment, à l'époque où ces avions étaient dans leur prime jeunesse, voilà comment ils volaient.
Dans les présentations de pilotage qu'on a vues cette année, il y a eu celle-ci qui était faramineuse. Je crois que c'est une des plus belles présentations d'hélico qu'on ait jamais vues. C'était un Hughes 300. Et Dieu sait que l'hélicoptère est sympathique. Le Hughes 300 est vraiment une machine qu'on a presque du mal à prendre au sérieux tellement elle paraît rustique et simpliste. Mais la présentation de ce Hughes était elle aussi une quintessence de ce qu'on peut faire avec un hélico. Il faut savoir que son pilote est quelqu'un qui a à peu près, je crois, 4000 heures de vol sur ce type de machine. Il doit être probablement recordman du monde en la matière. Avec le Dragon rapide de La Ferté, on retrouve bien entendu les classiques. C'était Pierre Dac qui le pilotait cette année. L'Airbus des années 1935. L'avion dessiné pour faire du Londres-Bruxelles, Londres-Paris, Londres-Amsterdam. Le moyen courrier typique pour étape européenne. 8 places en cabine sur des sièges de cuir avec des appuis-têtes brodés aux armes de Havilland. Et Dragon en anglais, enfin Dragonfly, c'est la libellule. Et sur certains plans, on comprend pourquoi cet avion s'appelle la libellule. Il n'y a qu'à voir la manière dont les deux ailes, comme ça, viennent former, comme ça, viennent donner l'impression d'une libellule en vol. Ça serait bien si on avait le temps. Pierre Dac qui passe joyeusement, il tourne pas des tonneaux avec, mais enfin il passe joyeusement les 90 degrés d'inclinaison. Après tout, il n'y a pas de problème, tout ça est fait en positif et sans tirer sur la structure de l'avion, qui supporte ça très bien. C'est pas parce qu'un avion prend des inclinaisons ou effectue des trajectoires qui a priori pourraient paraître osées, c'est pas pour ça que l'avion fatigue. Là, ça a été un des gags de la journée, c'est René Berthoud, qui est commandant de bord et instructeur à Air Inter sur Airbus, et qui était avant instructeur à Madagascar au début de sa carrière de pilote. Il avait une vingtaine d'années, il était instructeur dans un aéroclub de Brousse, et c'est lui qui présente pour le compte de l'association des pilotes et mécaniciens d'aéronefs anciens qui est basée à Étampes, la bande à Chable. C'est lui qui présente le Hurel du Bois, le seul espèce à rester en état de vol et qui est baptisé, c'est bien normal, Christian Bove, puisque Christian Bove était un des animateurs de cette équipe et en même temps c'était un des pilotes que de tout temps on avait vu beaucoup voler à La Ferté. Et Christian, on le sait, est mort aux commandes du DeWatt-in 520 du musée de l'Air il y a quelques années, pendant une présentation en vol. Alors le Hurel, c'est aussi c'est intéressant de le conserver en état de cet avion parce que même si c'est pas un avion qui a connu une carrière très glorieuse, c'est quand même un représentant admirable de certaines philosophies, enfin de la philosophie des ailes à grand allongement, à laquelle appartient également le Dragon rapide d'une certaine manière, sauf que le Dragon rapide est biplan, lui. Mais le Dragon a des grandes ailes très très minces. Bien, il en va de même pour le Hurel du Bois. Mais le Hurel du Bois fait une telle envergure que cette année, on a failli pas pouvoir le rentrer au parking. Le problème de Berthoud était d'arriver au roulage au sol à éviter les arbres qui sont devant le bar de l'aéroclub parce que ça passait plus. Alors ce Hurel du Bois qui a des ailes absolument interminables, on dirait vraiment des ailes de planeur. La voilure du Hurel du Bois, c'est ni plus ni moins qu'une voilure de planeur moderne au niveau de l'allongement. C'est un avion relativement maniable, mais il faut savoir que là, ils sont deux à bord, donc René en place gauche et puis Didier Chable en place droite. Et là, ils sont à tous les deux en train de tirer sur le manche comme des sourds, avec pratiquement les pieds sur les cadrans, parce que c'est un avion qui est très 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 lourd aux commandes. C'est pas un avion qui est fait pour être remué. Et René Berthoud, c'est un personnage, c'est le seul homme à avoir été abattu par un crocodile quand il était moniteur d'aéroclub à Madagascar. Il pilotait un Tiger Moth, un tigre mou, et puis il avait pour habitude de faire des rasemottes sur des bancs de sable, sur une rivière, ou se prélasser au soleil quelques crocodiles flemmards. Puis un beau jour, il a un peu ennuyé un crocodile comme ça, puis au 3e ou 4e passage, avec les roues à 1 mètre au-dessus du croco, le croco s'est fâché.
il s'est dressé sur les pattes de devant, il a fouetté l'air de sa queue, ça devait être un assez gros croco. Il a accroché l'aile inférieure du tigre, et le Berthoud, avec son tigre mou, s'est retrouvé vautré dans la vase avec l'avion en pylône. Mais le plus beau de l'histoire, c'est qu'il n'osait plus descendre évidemment du tigre parce qu'il avait peur que le crocodile soit planqué quelque part et qu'il l'attende pour le croquer tout cru à la descente de l'avion. L'histoire ne dit pas ce qu'est devenu le croco, mais enfin, il n'en reste pas moins vrai et très officiel que René Berthoud, pilote de ligne alimentaire, et donc démonstrateur de ce super Burrell du Bois. René qui est un rouquin albinos, enfin, comme il dit. À un moment, il avait l'habitude de se présenter en disant « Bonjour, je m'appelle René Berthoud et ma maman s'est pas fatiguée quand elle m'a fait. » Parce que il a les cheveux d'un rouge incroyable. Donc René désormais fait partie lui aussi un peu de la saga des meetings aériens en France. On retombe dans le domaine des choses sérieuses avec partie de mécanique sur le Spitfire de Stephen Gray. C'est propre, hein. Ça pourrait être exposé tel quel dans un musée. Non seulement c'est propre, mais en plus ça marche. Le Spit de Stephen fait partie des Spitfire les plus chers entre guillemets, parce qu'il a un véritable pédigré. C'est un avion dont on possède encore tous les papiers, ce qui est rarissime. Et c'est un avion qui, entre autres, porte les couleurs qu'il a portées à un certain moment de sa vie. C'est pour ça qu'il a cette décoration qui, par ailleurs, est assez peu connue. Et puis, vient le grand moment, évidemment, de la confrontation Messerschmitt-Spitfire. Depuis qu'en 1988, Stephen s'est mis en l'air avec son Spit Mark IX au moment où le Messerschmitt 109, en fait c'est un Buchan espagnol, c'est-à-dire un Messerschmitt équipé d'un moteur Merlin. C'est un peu dommage, il n'a pas un Daimler-Benz comme les Messerschmitt 109G d'origine. Mais bon, ce superbe 109 modifié, 109 espagnol, ça reste quand même un des plus beaux avions qui soit possible. Enfin, c'est le seul Messerschmitt de toute façon en état de vol en Europe. Et dès que le Messerschmitt décolle, évidemment, Stephen le suit. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne le moment d'anthologie tous les ans, c'est-à-dire le moment où on retrouve les deux anciens ennemis. C'est vraiment les chevaliers de la table ronde version aéronautique. Alors le pilote du 109 c'est Walter Eichhorn qui est commandant de bord dans la Lufthansa, pas Luftwaffe, j'ai failli dire Luftwaffe. Il est commandant de bord sur DC-10 à la Lufthansa et donc Stephen Gray dans le Spit. Et là, cette année, ils ont fait une maillotche qui était absolument sublime, l'un contre l'autre, et il faut écouter le bruit de ces deux avions. Encore une fois, on a constaté une chose, et c'était vraiment un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Hein. Le Spitfire, il n'y a pas de problème, est un avion qui tourne mieux que le 109, et Walter a piloté le 109 comme il devait être piloté, c'est-à-dire sur des trajectoires verticales. Et sur les trajectoires verticales, Walter arrivait, disons, à semer Stephen, mais comme dans un vrai combat, ma foi, Walter se serait échappé certainement en travaillant vers les verticales, mais dès que, comme il fallait rester dans le cadre du terrain, dès que Walter tournait pour revenir vers le public, à chaque fois on voyait le Spit se replacer à l'intérieur, et donc il n'y a pas de problème, la démonstration était évidente. Dès qu'on essaye de tourner avec un 109 pour semer un Spitfire, il n'y a pas moyen d'y arriver. Par contre, à partir du moment où, avec un 109, on essaye de travailler dans le plan vertical, l'avion monte mieux, c'est évident, et il descend mieux également. Donc,
ça a été un petit peu une séance de travaux pratiques qui se termine comme d'habitude par un atterrissage, et les atterrissages du 109 sont toujours suivis un peu avec la gorge serrée car c'est pas facile avec ce train dont les roues sont calées avec un angle d'au moins 15 à 20 degrés par rapport à la verticale. Walter Eichhorn qui a la tête de l'emploi en plus. Mais d'abord on regarde se poser Sir Stephen Gray. Et Stephen Gray, que cette année on a baptisé froidement Sir Stephen Gray, d'abord parce que ça sonne joliment, et puis parce qu'en plus quand on a consacré autant d'énergie que lui à constituer une collection d'avions aussi faramineuse que celle qu'il a constituée, même s'il a l'argent qui lui permet de le faire, l'argent ne suffit pas. Il faut savoir que Stephen, c'est quelqu'un, si un avion a un problème, si un de ses avions a un problème, c'est quelqu'un qui va passer la nuit dans le hangar, les mains dans la graisse s'il le faut, qui va se débrouiller par des moyens, par tous les moyens lui sont bons pour bricoler, pour faire en sorte que l'avion vole le lendemain. Stephen pourrait se borner à être simplement le riche amateur qui fait voler de beaux avions et puis qui laisse travailler les autres. Le voilà, planqué derrière son masque. Mais en réalité, c'est un véritable amoureux des avions. Pourquoi un masque à oxygène alors qu'on vole à basse altitude? C'est simple, c'est parce que dans ces avions, il faut savoir qu'on peut facilement avoir des émanations d'oxyde de carbone dans le cockpit. Alors le masque permet d'une part de respirer de l'air propre, et il faut savoir que tous les avions, Jeannot Salis et son vélo, comme il dit l'an dernier, ils m'ont offert un Corsair, cette année ils n'avaient plus de sous, ils m'ont offert un vélo. Donc sur les Warbirds de Gray par exemple, il y a des témoins qui indiquent en changeant de couleur la présence d'oxyde de carbone à l'intérieur du cockpit, et c'est une bonne chose car ça pourrait s'avérer dangereux. Ça c'est Jean-Pierre Laffy qui retrouve comme tous les ans sur Pitts Monoplace. Pitts Monoplace de la Ferté, le S1A. Et ça c'est Patrick Paris, donc tout fraîchement couvert d'or par sa médaille au championnat du monde de Red Deer au Canada, à bord de ce même avion, ce Cap 230 de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Médaille d'or donc du libre intégral. Et si cette année le libre intégral, en 88, le libre intégral avait compté pour le... Quand on voit ça, on se demande comment ils font, comment l'avion tient le coup, mais ça tient. Et c'est piloté en plus. Donc il faut savoir que si le libre intégral avait si le résultat du libre intégral avait été intégré dans le classement général, le champion du monde de voltige en 1988 serait lui, ce serait Patrick Paris. Malheureusement, ce programme libre intégral a été désolidarisé des trois autres programmes, du programme imposé connu, de l'imposé inconnu et du libre. Ces trois programmes sont les seuls qui comptent pour l'attribution du titre de champion du monde. Le programme libre intégral faisant, étant un peu là comme une récompense à la créativité et à l'imagination de chaque pilote. C'est un peu dommage que ce changement de réglementation ait privé Patrick de ce titre de champion du monde. C'est d'autant plus dommage qu'à ce moment-là, on aurait eu les deux champions du monde, masculin et féminin, français. Et c'est aussi dommage que la voltige aérienne ne soit pas devenue sport olympique, puisque c'était sport pré-olympique en 1936 au JO de Berlin, et que malheureusement en 1940, comme on le sait, il n'y a pas eu de Jeux olympiques, mais il y a eu la guerre. S'il y avait eu les Jeux olympiques en 40 et non pas la guerre, eh bien la voltige serait devenue sport olympique, et le nombre de médailles d'or françaises aurait plus que doublé l'an dernier au JO de Séoul. Petite réflexion idiote, mais Auguste Mudry qui fabrique ses avions et qui est vraiment l'homme à qui on doit la renaissance de la voltige française. On le doit à beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui se sont mis ensemble pour faire revivre la voltige, mais beaucoup est dû à Auguste Mudry. Le père Mudry n'a même pas la médaille de l'aéronautique, encore rêvé. Là aussi, dans le domaine comment on volait autrefois, eh bien, on a eu un grand moment. C'est quand Eric Muller, qui lui a ramené aussi une médaille d'or des Jeux Olympiques, des championnats du monde de Red Deer,
Eric a retrouvé un avion qu'il connaît bien, qui est l'Acrostar. L'avion de voltige le plus difficile à piloter de l'histoire. Un avion qui n'a strictement aucune stabilité sur aucun des axes, qu'il faut piloter en permanence et qui est d'une telle hypersensibilité que faire voler cet avion en ligne droite, en soi, est déjà très difficile. Et présenter l'Acrostar comme le fait Eric, c'est somptueux, c'est un grand concert de piano. Eric avait failli mourir dans un Acrostar lors d'un meeting à Pau il y a quelques années, lorsqu'il avait une rupture de son pied de manche, de la base du manche, et il s'était retrouvé avec un avion qui était impilotable en profondeur à Cabray. Alors en plus de ça, ça lui était arrivé à la fin d'une vrille moteur coupé. Oh là là, quand on voit faire ces tonneaux en virage avec alternance du sens de tonneau, c'est phénoménal. Cette année, on a eu droit à un pilotage, je crois qu'on n'a jamais aussi bien piloté à la Ferté-Alais, à cause justement de ces réglementations. La réglementation jusqu'alors disait on peut voler bas. Bon, on volait bas. Et quand on vole bas, on est peut-être un petit peu moins... On cherche, voilà Eric, le grand Eric. Qui a ramené donc lui aussi une médaille d'or des championnats du monde. Donc cette année, en obligeant par exemple les voltigeurs à travailler dans des conditions qui se rapprochent des conditions de la compétition, eh bien on a eu droit à du pilotage de légende. Et c'est une bonne chose. Ça c'est des aéros. Enfin, c'est un aéro, je crois qu'il y a des deux si je ne me rappelle pas. Le deuxième. Un avion fin, un avion qui est typique des avions légers construits dans les pays de l'Est, avec peu de puissance, avec une très très belle aérodynamique. Et puis ça c'est le public, et cette année le public, eh bien c'était 50 000 personnes encore à peu près. C'est phénoménal d'année en année de voir qu'il y a toujours de plus en plus de monde, et que les gens bizarrement prennent les bouchons, prennent la cohue avec une bonne humeur extraordinaire. Rien à voir avec les 50 000 personnes qui assistent au match de football. La patrouille des Dassault, menée par Herr Faure, qu'on voit donc d'habitude, Monsieur Faure, qu'on voit d'habitude piloter le Fokker triplan, pilote Air Inter lui aussi. Et cette patrouille d'assaut 312 et 315 est extraordinaire parce que on a l'impression de revoir, parce que ces avions ont des silhouettes qui rappellent les avions des années 1938-40, sauf peut-être pour la roulette de nez. S'ils avaient un train classique, ils seraient parfaitement dans le ton. On a l'impression de voir voler un peu des Amio ou des Léo 45. Un très bel avion avec bizarrement une profondeur très très douce et des ailerons très très durs, mais il paraît que c'était typique des avions français d'avant-guerre, donc un avion dont le pilotage est typique du pilotage des avions français de l'époque d'avant les ordinateurs. Maintenant les avions se pilotent tous un peu pareil, quel que soit le pays dont ils viennent. Alors que avant-guerre, eh bien, il y avait une école. Les Français faisaient donc des avions avec des profondeurs très douces et des ailerons un peu fermes. Les Allemands faisaient des avions doux de partout. Et pour illustrer, même si cet avion-là est suisse, puisqu'il s'agit d'un Pilatus P2 modifié pour les besoins d'un film de Spielberg, ben là on a un avion typique des avions allemands. C'est suisse-allemand, mais c'est suisse quand même. Et allemand quand même. Avion très très doux, très très fin à piloter, le P2. Et le retour majestueux de la patrouille des 6 Dassault. Les Dassault au roulage, et on retombe sur le yak. Les yaks, celui-ci est le belge. Le précédent était celui de Saint-Rambert d'Albon.
Et toujours, parce que ça fait partie du meeting de La Ferté. À La Ferté, les gens voient voler les avions, mais c'est presque dommage que le public soit pas autorisé à aller côté parking, parce que le public se rendrait bien compte que pratiquement avant chaque vol et après chaque vol, il y a des parties de mécanique qui se font. Voilà, le plus bel avion de collection du monde, le plus beau, le plus propre, le plus magnifique, le plus tout ce qu'on voudra, c'est le Yak 11 monoplace de Pierre Dague. Avec, il met son casque en cuir, mais c'est un casque dur, faut pas croire que c'est un casque de cuir. Il s'est lui-même gainé un casque style casque moderne, en plastique. Il se l'est gainé de cuir pour ne pas faire une faute de goût et se présenter pilotant un avion de l'époque des casques en cuir avec un casque en plastique blanc. Le Yak de Hage avec le capot moteur, enfin le dessus du capot moteur démonté, partie de mécanique. Ça c'est celui de Saint-Rambert, avec donc comme pilote Sa Majesté Denis Legrand. Denis a une habitude, l'an dernier il pilotait le T6 déguisé en zéro. Alors donc il portait un bandeau de kamikaze, un bandeau blanc avec un soleil rouge sur le front. Et puis cette année, comme il pilotait un Yak, il s'était tout simplement procuré un calot de pilote de l'armée de l'air soviétique, que voici, avec une étoile rouge dessus. Et évidemment, pour le gag, comme dans le commentaire on avait parlé de l'habitude de Denis de porter les coiffures adaptées aux avions, cette année il avait fait un gag un peu particulier, donc il portait son calot de pilote soviétique avec l'étoile rouge. Et puis en passant devant la tribune officielle, il s'est arrêté, il s'est dressé, il a enlevé le calot et on a vu que sous le calot à étoile rouge, il portait aussi le bandeau blanc de pilote kamikaze. Je rappelle qu'il est polytechnicien, super-héros, école de l'air, pilote d'essai, ingénieur d'essai en vol, directeur technique de la Socata. Et au décollage, Pierre Dague, qui va se mettre en l'air en 450-500 mètres à peu près. Ça c'est le Yak de La Ferté-Alais, le Yak de la Mécane, le Yak de la famille Capel, le père et le fils, grâce à qui toute cette opération de Yak a eu lieu. C'est eux qui ont découvert ce lot de Yak en Égypte. Et voici donc avec son calot de l'armée rouge. Il décolle très très vite, lui, c'est le premier à se mettre en l'air. Il décolle beaucoup plus court que les autres. Denis Legrand. Ce qui rend d'ailleurs le décollage du Yak de Hage, le Yak belge, encore plus angoissant parce que lui, il lui faut vraiment toute la piste. Et la patrouille de 3 Yaks. Les Yaks sont d'un pilotage très doux, très harmonieux, ils sont typiques des avions russes. Les commandes de vol sont montées sur des roulements à billes énormes. Mais l'avantage des roulements à billes énormes, surtout quand ils sont bien graissés, c'est que ça donne des commandes d'une douceur telle qu'on les sent pratiquement pas sous la main. C'est des avions qui ont un comportement d'un classicisme parfait. On pourrait facilement tourner un remake de Normandie-Niemen avec les Yaks qui sont en état de vol maintenant en France. Et je rappelle qu'avec 650 chevaux seulement, ces avions sont d'une telle finesse aérodynamique que, en évolution, si on s'amuse à maillotcher contre un Spitfire par exemple, eh bien on est surpris de voir que le Yak tient facilement la dragée au Spitfire dans la mesure où il est tellement fin aérodynamiquement qu'il conserve son énergie parfaitement et qu'alors que le Spit a 2,5 fois la puissance du Yak, eh bien le Yak, malgré ses petites ailes, malgré sa charge à l'air assez élevée, est un avion qui est d'une maniabilité féroce. Il est d'une beauté rare. Là, Denis,
qui lui ne se fait... Ah bah si, il se fait piéger par la bosse, comme tout le monde après tout. Et Pierre Dague, avec sa merveille volante. Couleur du Normandie-Niemen, évidemment. Voilà Denis avec son calot. Voilà, il enlève le calot pour montrer le bandeau blanc. On l'a pas très bien vu à l'image, mais enfin c'était son gag du jour. C'est une forme de perestroïka en fait. Vous avez une collection d'origine soviétique. Je crois qu'on n'a pas fini de parler de Denis Legrand. C'est quelqu'un qui ira très très loin dans l'histoire de l'aviation française. C'est quelqu'un qui deviendra très très important, il l'est déjà. Mais malgré son importance, disons, au sein de notables de l'aviation française, c'est quelqu'un qui est resté d'une simplicité, d'une gentillesse et d'une disponibilité absolument renversante. L'artillerie lourde de Stephen Gray maintenant. Je ne sais pas si un B-25 a jamais porté la tête de Sioux. Il me semble que la tête de Sioux était réservée au groupe de chasse Lafayette. Mais elle a une bien belle allure sur le B-25. Et Pierre Dague avec le fauteuil remonté au maximum pour y voir sur l'avant. Là on passe donc au métal hurlant américain avec les engins de Stephen Gray principalement, mais aussi avec les Mustangs. Avec le P-40. Et ce B-25 qui est un avion étonnant, qui est beau, qui est pour beaucoup peut-être le plus beau bombardier de la dernière guerre. Esthétiquement, c'est vrai que c'est un avion magnifique. Et pourtant, il est d'un pilotage, paraît-il, absolument bénin. Il semblerait qu'il soit beaucoup plus facile, beaucoup plus classique à piloter qu'un bimoteur léger comme le Cessna 310. Ça décolle court, ça monte bien, ça décolle court, il faut se rappeler du raid de Jimmy Doolittle. Et ça, c'est le nouveau venu de l'année avec son moteur qui penche vers le bas. C'est le T-28, le Fennec, remis aux couleurs d'un T-28 de l'armée de l'air française en Algérie. Le P-40 Gasoline Ali de Stephen Gray, GAS. Et le T-28 de la bande à Calvé, qui est basé à Villeneuve-sur-Lot. Ce T-28 servait, à La Ferté, il a été utilisé comme escorteur dans la patrouille B-25, mais il faut savoir que ce T-28 a eu une histoire assez extraordinaire, puisqu'il appartenait à l'armée de l'air, il a eu une panne moteur, il s'est posé sur le ventre dans la région de Lyon. Il avait été récupéré par la commune dans un champ de laquelle il s'était posé. Et il a servi pendant plus de 10 ans de couvercle de cabinets municipaux, si on peut dire. Il était posé sur le toit des toilettes municipales. Et bien sûr, il y avait toute une bande d'associations de collectionneurs qui guettaient cet avion. Et finalement, ceux qui ont réussi à emporter le morceau sont ceux qui ont, voilà, le T-28, sont ceux qui un beau jour ont proposé à la municipalité en question de remplacer le T-28 par un autre avion. Ils ont remis en très bel état un Morane 733, ils l'ont bien repeint et tout. Ils ont donné le 733 qui depuis sert donc de couvercle de cabinet. Il sert de toit aux toilettes municipales et puis le T-28 lui revole
dans le cadre de l'escadrille Orion qui est basée à Marmande et Villeneuve-sur-Lot. Ce qui laissait un peu sur la fin, c'était le fait que ces avions, à cause des réglementations, passaient un petit peu plus loin et un petit peu plus haut qu'on avait l'habitude de les voir passer auparavant. Mais après tout, c'était quand même très regardable. T-28 qui est un avion qui tourne très très bien. Un avion un peu méconnu. Et tous ceux qui ont volé sur ce T-28, qui est le seul à revoler en Europe, sont restés assez stupéfaits par les capacités en matière de maniabilité, de vitesse ascensionnelle de cet avion, qui pourtant n'était pas un chasseur, mais un avion d'entraînement. Très très bel avion. Décoré avec un petit prince sur le fuselage. J'ai mal aux mains, j'avais pu voir un chasseur. Le moteur du T-28 est donc calé à 6 degrés, je crois, vers le bas. Ça lui donne une drôle d'allure, on dirait que le bâtimoteur est un peu cassé. On voit bien que l'hélice fait un angle assez bizarre. Et on voit bien le petit prince qui est entre les deux flèches rouges. Petit prince de Syntex. Et la raison du calage du moteur vers le bas, c'est que cet avion était employé aussi pour l'entraînement des pilotes de l'aéronavale américaine, de la Navy, et que donc ça permettait en approche d'avoir une assez bonne vision vers l'avant, vers le bas. Il ne faut pas aller chercher plus loin l'explication. Si on vous dit que les avions de Stephen Gray sont propres, en voici une preuve. Stephen enlevant sa combinaison. C'est un côté fête de famille, la Ferté, qui est extraordinaire. C'est ça finalement qui est magnifique à la Ferté. C'est le côté, le mélange entre les belles radios modernes. Ça, c'est une chose sur laquelle Stephen n'a jamais mégoté, c'est que tous ces avions sont équipés au niveau navigation, radio-navigation, sont équipés de radios modernes. Par du Problem Fighter Collection, c'est le nom de l'association de Stephen. Stephen part du principe que les avions doivent être d'origine au niveau mécanique, mais que tout ce qui est sécurité, chaque fois qu'un composant moderne, chaque fois qu'il existe quelque chose de plus fiable fabriqué aujourd'hui, eh bien ça doit être monté sur les avions car il ne veut absolument pas mégoter sur la sécurité. Ce qui le différencie d'une certaine manière de Rihanna avec dont le Spitfire par exemple est tout à fait vintage, les radios sont quasiment d'époque, enfin tout est d'époque, c'est-à-dire que tout est toujours en panne, tandis que sur les avions de Stephen Gray on a vraiment des machines qui au niveau radio-navigation sont tout à fait comparables à des avions d'aujourd'hui. Voilà Stephen lui-même avec un des casques de sa collection de casques, il doit en avoir 7 ou 8 différents. Et là, on voit bien qu'on n'y voit rien sur l'avant du P-40, comme de la plupart de ces avions quand on est au roulage au sol. Le P-40 est facile de pilotage comparé par exemple au Mustang parce qu'il a une aile de profil assez ancien.
Il a un bon vieux profil NACA, c'est pas du tout une aile laminaire comme le Mustang, et ça fait un avion dont le pilotage est très sain. Il a un train assez étroit, mais qui est moins problématique que le Spit. Et c'est un avion qui a comme caractéristique première d'être très doux, très tranquille comme avion. C'est pas un avion très impressionnant. Il y a un truc qui est bizarre dans le cockpit du P40, c'est qu'on est assis sur l'extrado de l'aile. Le bâti du siège est fixé sur l'aile et l'aile traverse le fuselage de part en part. Dans la série décoration d'époque, voilà donc le Mustang, le dernier arrivé en France, le deuxième Mustang français, qui s'appelle Jumping Jack, mais pas Jack J-A-C-K, mais Jacques, comme ça s'écrit chez nous, puisque le pilote est Jacques Bourré. Et celui-là, c'est bien sûr l'Empire du Soleil, c'est le Mustang de la Ferté-Alais, piloté par Bernard Verpier. Empire of the Sun, qui s'est fait connaître mondialement à travers la séquence la plus célèbre du film L'Empire du Soleil. Jumping Jack, donc piloté par Jacques Bourré, qui en était à son 7e ou 8e vol sur l'avion. Bourré a toujours rêvé d'avoir un Mustang. Et il y a mis des années. Et le troisième des Mustangs, eh bien, c'est celui de Rob Lamplou. Patrouille de 3 Mustangs, c'est quand même assez extraordinaire à regarder et à entendre. Roland Bousquet, dont je disais tout à l'heure que c'est l'homme qui fait déclencher les alarmes chaque fois qu'il passe par les portillons de sécurité des aéroports. Pourquoi ? Parce que lors d'une course de racer, il y a une dizaine d'années, Roland s'était quelque peu bousculé avec la planète puisqu'il avait percuté à près de 400 à l'heure. On avait trié les morceaux de l'avion, les morceaux de Roland, et puis il y a un chirurgien faiseur de miracles qui s'est occupé de lui. Et je crois qu'à un moment, il devait y avoir quelque chose comme 70 morceaux de métal qui étaient vissés un peu partout, des plaques, des vis, des bouts de tôle et tout à travers le corps. Il y en avait dans les jambes, il y en avait un peu partout. Ça ne l'a pas empêché de repasser, bien sûr, sa licence, enfin toutes ses licences. Il est commandant de bord sur DC-9, les DC-9 dernier modèle ultra moderne qui équipe Air Liberté, cette nouvelle compagnie de charter. Et Roland fait partie de la bande à Chable à Étampes et il a donc été lâché sur le Sky Raider, dernier venu en collection en France, qui est décoré comme l'étaient les Sky Raiders de l'armée de l'air française. Ce qui est bien puisque les autres Sky sont, comme celui de la Ferté-Alais, décoré américain. Celui de la Ferté est un Sky de l'US Navy. Il y a celui de Saint-Rambert qui est aux couleurs des Marines. Et ce qu'il faudra faire l'an prochain, c'est une chose qu'on fera, c'est qu'on mettra les caméras dans les avions. Car une chose qui est importante, bon, la Ferté, c'est fabuleux pour les gens qui sont par terre. Il faut bien se dire que pour ceux qui pilotent et qui se retrouvent l'espace d'un vol de 10 minutes en formation à 3 Sky Raider par exemple, 3 Mustang, un P40, un B25, une Forteresse, les visions en vol sont incroyables. Le Sky Raider de la Ferté-Alais, avec une rentrée de train un peu anticipée. Et Stephen Gray avec le deuxième casque de la journée. Ah ben non, c'est pas Stephen, c'est son fils, Nicolas. Il faut savoir que Nicolas, il a 250 heures de vol à peu près. Il a appris à piloter sur Piper Cub, à l'aéroclub de Fribourg, à Écuvillan. Et puis petit à petit, il a fait son chemin, et puis son père lui fait aucun cadeau. Il a voulu que
son fils fasse la progression normale, et le fils a fait du P2, il a fait du T6, et petit à petit, le voilà qui se lâche sur les avions de la collection. Il a volé sur d'abord le King Cobra, il a commencé ses prestations en meeting en 88. Il a commencé sur le King Cobra et puis il est passé sur le P40 et en 89 sur le Spitfire également. Mais il faut savoir que les avions de chez Stephen ne sont pas pilotés n'importe comment. On pilote avec énormément de soin et on passe véritablement des qualifications de type. Alors là, il s'est passé un petit événement pendant cette série, là, pendant ces passages grande vitesse des Skyraider. Pour le Skyraider de détente, c'était la première fois que l'avion était mené à 300 nœuds, puisque les passages se faisaient à 300 nœuds environ. Et Roland Bousquet suivait Pierre Dague. Et il a perdu, on le voit d'ailleurs un petit peu dessous, il a une tôle de carénage inférieur qui s'est décrochée à un moment pendant un passage grande vitesse. Regardez la gueule de Roland, comme il est content. Pendant un passage grande vitesse, il a cette tôle qui s'est à moitié décrochée, ça faisait un bruit affreux dans l'avion. Et alors là, c'est l'artillerie lourde, c'était donc la forteresse de la Ferté, repeinte de frais. L'an dernier, elle était décorée avec des marques rouges, cette année avec des marques jaunes, mais depuis la Ferté, les marques jaunes ont disparu et la forteresse est peinte en olive, drabe, comme on dit, en kaki, puisqu'elle est partie en Grande-Bretagne avec 4 autres forteresses pour tourner dans une super production américaine. Et son équipage, comme d'habitude, eh bien, c'est Monsieur Dominé, celui qui dit les F comme ça, qui est commandant de bord Air Inter, patron de l'instruction Air Inter, et son copilote mécano-navigant, c'est Patrick Blancard, qui lui est mécanicien navigant à Air Inter. La forteresse est absolument toujours aussi belle. Surtout quand elle est accompagnée par 3 Mustangs. Et comme on le voit, Dominé n'hésite pas à tirer. Cette année, pendant la présentation, il tirait facilement 2 G et demi sur certaines évolutions. Et des passages rapides à plus de 400 km/h. Tant qu'à faire, pour rappeler que c'est grâce aux cinéastes que ces avions sont financés, enfin pas intégralement, disons que s'il n'y avait pas les meetings aériens et s'il n'y avait pas le cinéma et la télévision, ces avions ne pourraient pas continuer à voler, car il faut quand même un petit peu d'argent dans les caisses pour les faire tourner. Et bien, on a fait venir comme d'habitude les artificiers fous, ce qui permet de faire ces passages merveilleux des Mustangs à travers les nuages de fumée, reconstituer des scènes de cinéma. Jacques Bourret qui se fait plaisir. Fallait voir Jacques à la descente de cette présentation. Il était dans un état d'excitation absolument folle. Alors les grands classiques, eh bien, ce sont les T6 évidemment, et cette année ça allait très fort puisqu'il y en avait 9 en l'air. Peut-être que l'an prochain on aura une patrouille de 12 T6, pourquoi pas. Les T6 sont tellement connus qu'à la limite on dit quoi encore les T6. Tiens, voilà Denis Legrand dans le T6 déguisé en zéro qui avait tourné dans l'Empire du Soleil. Et on se dit bon bah les T6 ma foi c'est bien connu. Oui c'est bien connu, mais avec leur bruit, avec leurs grandes ailes, eh bien ma foi ils sont toujours aussi, regardez ça, ils sont toujours aussi extraordinaires. La patrouille de 9 T6 était menée comme d'habitude par Jacques Crine, Jésus Crine Super Crâne, ainsi qu'il a été surnommé, Petit Cul, ainsi qu'il était surnommé dans l'armée de l'air, qui a été un des derniers solos de l'armée de l'air à la patrouille de France sur Fouga,
qui est commandant de bord sur Mercure Air Inter et qui est en plus collectionneur de voitures et de motos. Et voilà, le T6 piloté par Jacques. Autre patrouille sublime qu'on a vue cette année sont donc 2 super étendards venus de l'Andivisio, escortant le corsaire de la Ferté-Alais, piloté par Pierre Dague. Et il paraît que les pilotes de la marine n'en pouvaient plus. Cela dit, ils avaient fait une mission extraordinaire. On n'a peut-être pas assez apprécié le travail qu'ils ont fait, car ils ont eu de l'attente et tout. Ils étaient short pétrole de partout. Et il faut savoir que le pilote qui a fait la présentation solo a effectué, lui, une des démonstrations les plus extraordinaires qu'on ait jamais vu faire à la Ferté par un jet. Le super étendard est toujours en service, on le sait, mais c'est d'un autre côté, c'est un avion d'un tel classicisme. Beauté phénoménale. Et même s'il n'y a pas de commande de vol électrique sur le super étendard, sa tourne est tellement serrée qu'on avait l'impression que on regardait un avion tout fraîchement sorti des bureaux d'études de chez Dassault. Voilà un passage sans mégoter, un véritable passage en configuration à pontage, c'est-à-dire à très très basse vitesse. Les avions classiques, pour poser un avion normal, un avion terrestre, on arrive à 130% de la vitesse de décrochage. Pour apponter, on arrive à 5% au-dessus de la vitesse de décrochage seulement. Et bien le passage de ce monsieur sur ce super étendard était bel et bien effectué à 5% au-dessus de la vitesse de décrochage. Une vraie configuration à pontage. Et là, ma foi, c'est la plus belle patrouille selon certains. Et c'est vrai, quand on les voit voler, on se dit qu'après tout, c'est peut-être pas la peine d'avoir des jets pour faire de la beauté pure. Ce sont les Skyhawks, les 3 fournières F4, menées par John Taylor. Patrouille anglaise. Il n'y a que les Anglais qui pouvaient inventer quelque chose comme ça, avec des avions à moteur Volkswagen, avec des bons fumigènes et avec la musique de Pink Floyd derrière. La démonstration des Skyhawks est absolument fabuleuse. C'est tellement fabuleux d'ailleurs que un jour, il y a un des membres du Pink Floyd, le batteur, je crois, qui assistait à un meeting aérien et qui a vu voler ces 3 fourniers sur leur musique. Et du coup, le Pink Floyd a proposé à John Taylor et à ses ailiers de participer à quelques-uns des concerts du groupe. Et donc, il y a eu quelques concerts en plein air effectués 2 jours, où pendant que le Pink Floyd jouait Shine on You, Crazy Diamond, eh bien, les 3 fourniers tournaient au-dessus, dansaient au-dessus plus exactement. C'est véritablement assez miraculeux ce qu'ils font, tout comme est miraculeux ce que faisait cette jeune dame. C'est la première fois qu'on a pu apprécier ce numéro à la Ferté-Alais. On l'avait vu avant au festival de Méribel. Il s'agit d'une jeune dame qui fait du trapèze, c'est son métier, elle est trapéziste, elle travaille dans des cabarets parisiens. Et ma foi, elle n'a pas froid aux yeux ni au reste, puisque elle effectue toute sa présentation accrochée sous une gazelle, dans le souffle du rotor. C'est pas du chiquet. Il y a des gens qui ont dit qu'est-ce que ça vient faire à la Ferté-Alais. Il y en a d'autres qui ont dit après tout pourquoi pas. Ça renoue un peu avec la tradition aussi. Avant-guerre, il y avait des gens qui marchaient sur les ailes d'avion non attachées. Eh bien,
disons qu'elle renoue un peu avec ça. Et celui-là, c'est le seul avion autrichien qu'on ait jamais vu à la Ferté-Alais. C'est un petit Grumman, un Grumman Goose qui a été remotorisé, qui est d'une beauté magnifique, qui a juste fait quelques passages et ensuite qui a laissé la place à la patrouille de France, commandée cette année par Hugues Handel. Et Hugues et ses équipiers ont mis au point, je crois que la patrouille de France 89 est arrivée au sommet, encore qu'on dit ça un peu tous les ans, mais là vraiment ils sont, je crois, arrivés au sommet de ce qu'on peut faire avec les Alpha Jet. Ils ont retrouvé sur Alpha Jet les caractéristiques d'élégance et de sobriété qui étaient la marque de la grande patrouille de France de la fin du Fouga. Ils ont fait preuve d'une imagination pendant plusieurs années, d'une inventivité extraordinaire. C'est rigoureux, c'est osé, et ça n'est en aucun cas, disons, dangereux. Dangereux au sens où malheureusement il faut l'entendre depuis l'accident de Rammstein l'an dernier. C'est du pilotage tout en finesse. Le cœur de la Ferté-Alais cette année, le cœur de la patrouille de France à la Ferté-Alais cette année a été une démonstration impeccable de ce qu'est devenu aujourd'hui cette formation. Il faut savoir que si la patrouille de France 89 travaille aussi joliment, c'est parce que il y a eu avant, pendant 7-8 ans maintenant, que la patrouille est équipée d'Alpha Jet. Tous les ans, il y a des pilotes qui ont amené leur truc à eux. Et c'est pas parce que les pilotes changent d'une année sur l'autre, 3 pilotes changent tous les ans, que la tradition ne reste pas. Chaque année, la patrouille s'améliore. Et puis c'est un peu la tradition orale qui joue et ils se repassent les trucs d'une année sur l'autre et petit à petit le total s'améliore. Et la dernière grande nouveauté de la Ferté-Alais cette année, c'était que plutôt que de ramener les avions au bout de la piste et puis de faire un peu la course, de faire la guerre aux spectateurs qui veulent voir les avions de près, cette année les avions ont été alignés devant le public. Et pour une fois en plus, le vent s'était mis de la partie, c'est-à-dire qu'il n'a pas soufflé à la fin de l'après-midi comme il en a l'habitude. Donc les montgolfières ont pu voler, marquant à leur façon le bicentenaire du premier vol humain, en fait le 205e anniversaire du vol du marquis d'Arlande et Pilâtre de Rosiers. Elles ont décollé au-dessus du plateau et dans la foulée, Stephen Gray à son tour est monté dans son Spitfire et est rentré vers Duxford car le reste de la Fighter Collection là-bas doit continuer à grandir avec de nouveaux avions.